Alors, bonjour à tous et bienvenue au séminaire de recherche du Carrefour de l'innovation. Je m'appelle Lise Gauvin, je suis responsable du Carrefour de l'innovation et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un groupe de 4 personnes, dont 2 vont être les porte-paroles. Il s'agit de Carl-Emmanuel Dionne, qui est professeur adjoint HEC, département d'entrepreneuriat et d'innovation. Cathy Malas, qui est adjointe au PDG du CHUM, pour le pôle innovation et intelligence artificielle. Et elle est aussi chercheur professionnel de la santé dans l'axe du carrefour de l'innovation et de l'évaluation en santé, donc chez nous. Juste pour vous dire, cette présentation sera enregistrée. Il est prévu qu'il y ait une présentation d'environ 35 minutes qui sera suivie d'une période d'échange et de questions. Vous pouvez utiliser le chat qui est au centre de votre écran, ou souvent dans le bas de l'écran, pour indiquer vos questions. Je tenterai de les poser de la façon la plus claire possible et au besoin, on vous demandera d'intervenir de façon de vive voix. Alors, sans plus tarder, la présentation qui s'intitule « La transformation des pratiques, la capacité d'innover et le partage de connaissances en temps de crise COVID-19 ». Alors, à vous la parole et merci de prendre le temps pour nous présenter vos travaux. Merci beaucoup, Lise et Rachel, de nous avoir invités à un séminaire de recherche. Certains d'entre vous ont participé également comme participants de ces jeux de recherche dans le projet. Et donc, on tient à vous remercier, Carl-Emmanuel et moi, ainsi que nos 2 étudiants, un au doctorat et l'autre à la maîtrise, donc Margot et Simon. Carl, si tu peux procéder. Donc, commençons par le contexte. Alors, on sait très bien que la crise de COVID-19 nous a amené à faire face à des changements rapides et constants dus à certaines dimensions, dont l'incertitude face à l'inconnu de cette nouvelle maladie, l'environnement tant interne qu'externe qui changeait quasiment au quotidien, également la peur de la maladie. Tant la peur de la contracter des patients qui en ont peur, les équipes, et également de le rapporter chez soi. Donc, cette crise a forcé les hôpitaux, pas juste les hôpitaux, les institutions de santé du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que les professionnels, à s'adapter face à ces changements, cette nouvelle maladie et l'incertitude que ça a engendré. Puis, il fallait que ces organisations-là développent des capacités assez agiles et dynamiques pour créer des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire, d'adapter les ressources en conséquence pour faire face à cet environnement et cette nouvelle réalité-là avec les dimensions de cette crise qui est particulièrement différente d'autres crises auxquelles on a fait face, que ce soit le déménagement ou l'Ebola, par exemple. Carl, si tu peux continuer. Merci. Donc, on sait, dans la littérature, les recherches sur l'innovation dans le système de santé, on sait que le rythme n'est pas assez accéléré. Et pas juste la littérature l'a démontré, mais nous, on le vit. Hein, c'est un de nos mandats d'accélérer l'innovation de l'idéation à l'implantation et la mesure d'impact. Mais c'est encore un défi. Et dans la littérature, nous en savons peu sur la façon dont les professionnels et les communautés réagissent en temps de crise, surtout des crises aussi importantes que celle-ci, ni sur les types de ressources auxquelles ces professionnels font appel pour catalyser le changement, pour modifier les pratiques. Donc, nos 2 questions de recherche sont les suivantes. Après, je vais céder la parole à Carl-Emmanuel, mon collègue. Et donc, comment la crise de la COVID-19 a changé le travail des professionnels, des employés et la manière dont ils interagissent entre pairs de la même discipline, au-delà des disciplines, et comment ils ont adapté localement dans leur pratique de tous les jours pour faire face à cette crise. Et la deuxième question, c'est quels sont les processus, les mécanismes qui ont été utilisés par les organisations, par les professionnels pour soutenir et coordonner efficacement les capacités de leurs membres à innover, à adapter les pratiques de travail, à diffuser les nouvelles façons de faire initiatives dans différents départements. Donc, c'est les 2 questions de recherche qui sont adressées dans ce projet-là. Donc, Carl va prendre la suite pour la méthodologie et les résultats préliminaires. Vas-y, Carl. Tu es sur mute, Carl.
Donc ici, je veux juste mettre l'accent ici sur le fait, par exemple, dans la première question, on voit, on s'intéresse effectivement à comment est-ce que la crise de la COVID a changé le travail, mais aussi et surtout comment est-ce que les professionnels ont été en mesure de s'adapter pour changer eux-mêmes leur pratique, parce que ce n'est pas seulement un effet qui a un changement environnemental qui va avoir un impact ensuite sur les professionnels, c'est aussi comment est-ce que les professionnels se réorganisent. Donc, pour être en mesure de répondre à cette question-là, on a construit sur un cadre conceptuel qui est développé principalement, puis d'abord par les auteurs Brown et Duguid là, en 2001, puis qui est basé sur toutes les recherches qui portent sur les communautés de pratique, pour essayer de comprendre comment est-ce que les formes d'organisation finalement traditionnelles qui sont plus qui fonctionnent plus en silo, dans lesquelles certaines unités spécifiques sont mandatées pour innover, plutôt que de laisser libre, laisser une certaine liberté aux praticiens, aux professionnels de l'organisation de développer de nouvelles façons de faire. Donc, ce cadre conceptuel-là met l'accent sur la capacité des membres d'une organisation à adapter leur façon de faire et puis de développer des connaissances pour être en mesure de continuellement adapter les capacités organisationnelles, plutôt que de le voir comme le processus d'adaptation comme un processus top-down qui est généré par par exemple les niveaux stratégiques organisationnels. Donc, comme je viens de le mentionner, cette perspective-là donc permet de comprendre l'adaptation comme un processus qui est distribué à l'ensemble des membres d'une organisation. Et puis, mais par contre, ce que ça nous amène à considérer aussi, c'est que en fait, puis je suis certain que vous le sentez dans vos propres pratiques, là, mais c'est que les contextes particuliers de travail dans lesquels les praticiens se trouvent génèrent certaines différences entre, par exemple, certaines unités de soins, entre certains départements qui développent leur langage, leur interprétation du monde, leur façon de réfléchir la réalité, les besoins auxquels, les besoins qu'ils ont dans leur quotidien et les façons de résoudre ces besoins. Et donc finalement, ce cadre nous permet de voir que en décentralisant, en distribuant la capacité d'adaptation, bien, on permet aux praticiens d'adapter donc leur pratique à leurs besoins locaux. Et donc, ça permet d'adapter plus rapidement en fonction de leur réalité terrain. Mais aussi, ça crée des frontières entre les différentes réalités à l'intérieur d'une organisation. Et donc, il faut essayer de comprendre la capacité aussi de comment est-ce qu'une organisation peut stimuler la capacité de partager les expérimentations qui se produisent à l'intérieur d'un contexte local pour que ça puisse générer de la valeur à l'ensemble de l'organisation ou au moins à d'autres unités ou d'autres départements qui pourraient en bénéficier. Et donc, comme vous pouvez comprendre, la considération numéro 2 ici fait référence à notre question de recherche 1. Et puis, la considération numéro 3 fait référence à notre question de recherche 2. Dans le cadre de la présentation aujourd'hui, puis par rapport où est-ce qu'on en est dans notre stade de recherche, on va plus se concentrer sur la considération numéro 2. Donc ici, c'est seulement une représentation graphique pour montrer comment est-ce que finalement on peut encourager les initiatives des praticiens pour accélérer leur capacité à générer de la connaissance à l'intérieur de leurs unités.
en fonction de leurs besoins locaux. On voit qu'en bas, il y a un petit point où est-ce que, dans chacune des unités, où est-ce qu'il y a un besoin qui est précis à chacune des unités. Et puis, les unités les membres de ces unités ou de ces départements sont en mesure de partager des connaissances, de développer des connaissances à l'intérieur de leurs unités. Puis la deuxième question, c'est de voir ensuite comment est-ce qu'on peut traverser, faire en sorte que ces frontières sont plus fluides et sont plus ouvertes pour partager des connaissances à travers ces frontières. Donc, notre méthodologie de recherche est qualitative, de nature qualitative et inductive. D'abord parce que, étant donné qu'on en connaît très peu sur la capacité des professionnels à partager, à développer de la connaissance, etc., en contexte de crise aussi profonde que la crise auquel on fait face actuellement, là, avec la pandémie de la COVID. On voulait comprendre vraiment comment est-ce que les professionnels, les praticiens se sont réorganisés et donc vraiment d'aller laisser place aux données empiriques pour être en mesure ensuite de théoriser à partir de ces données-là. Donc, comme on a choisi le CHUM, vous le savez, là, étant soit des membres ou des parties prenantes du CHUM, on sait que le CHUM a vécu plusieurs transformations dans les dernières années et donc a dû apprendre à créer des structures qui sont plus flexibles que d'autres organisations du milieu de la santé. Et donc, le CHUM est un terreau fertile pour essayer de comprendre comment est-ce qu'une grande organisation de santé peut être en mesure de créer des structures qui sont plus dynamiques sur le plan de l'adaptation. Notre source de données principale, c'est les entrevues semi-dirigées. On a réalisé donc 49 entrevues à l'intérieur du CHUM, puis 18 à l'extérieur du CHUM pour pouvoir comparer, pour pouvoir valider est-ce que c'est vraiment des fonctionnements, des choses qui se sont produites seulement à l'intérieur du CHUM ou est-ce que c'est généralisable finalement à d'autres milieux. On utilise également les données secondaires pour être en mesure de documenter l'évolution de la COVID, puis du contexte dans lequel le CHUM s'est retrouvé, et donc de créer une histoire qui est plus processuelle d'évolution temporelle. Ici, c'est important de dire aussi que le projet de recherche est réalisé sur différentes vagues d'entrevues. Donc, on a réalisé une première vague d'entrevues qui était liée à des questions qui sont plus liées à comment est-ce que les professionnels se sont adaptés pendant la première vague d'entrevues, pendant la première vague plutôt de la pandémie. Et puis, on fera d'autres tours, au moins un autre tour d'entrevue pour comprendre qu'est-ce qui a été maintenu et puis comment est-ce que les initiatives locales se sont distribuées à d'autres contextes dans d'autres unités. On utilise une approche d'analyse qu'on appelle de théorie ancrée en français ou de grounded theory, qui vise, comme je le disais plus tôt, à faire émerger des termes conceptuels à partir des observations empiriques, en progressivement créant des liens avec la littérature et les théories existantes pour pouvoir développer plus loin les concepts existants ou même parfois en créer des nouveaux. Notre focus de recherche était vraiment sur les nouvelles pratiques ou sur les pratiques existantes qui ont été mobilisées de façon différente pour répondre à la crise actuelle. Je vais rentrer plus en détail là-dessus dans les résultats qui arrivent déjà dans 2 slides finalement. On utilise, donc on a fait un codage, on fait un travail, on est chanceux, on a une super belle équipe, on se rencontre régulièrement pour générer finalement ces codes. Donc, on a d'abord réalisé un codage qu'on appelle in vivo
qui utilise vraiment les données empiriques pour créer des nouvelles catégories. Et donc, ça nous donne un nombre de catégories assez important. Puis ensuite, on s'est donné donc les mêmes 5 premières entrevues à coder et à analyser pour créer un accord interjuge ensuite entre les personnes qui avaient codé pour ensuite dégager les premières catégories, les premiers codes qui vont structurer l'analyse pour la suite. Donc, finalement, les résultats que je vais vous présenter à partir de maintenant, ça présente certaines des premières catégories et des premiers codes qu'on a développés en équipe pour ensuite aller coder et poursuivre l'analyse avec les 60, près de 70 entrevues restantes là, à analyser. Vous pouvez vous douter que c'est un travail assez important et assez prenant, mais donc la première étape là, de développer les catégories est la partie la plus longue là, du processus d'analyse. Donc, les résultats, finalement, se produisent. On a généré deux axes. On a vu finalement, en réponse à la première question, qu'on pouvait mieux comprendre comment est-ce que les professionnels avaient accéléré leur expérimentation locale, mais aussi la validation de ces expérimentations locales pour générer des nouvelles connaissances qui, dans un point de vue pragmatique, sont utiles pour répondre à la crise. Et puis, dans le deuxième axe, on essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut tirer parti de ces expérimentations au-delà des frontières, en facilitant les flux de connaissances, mais aussi une des choses qui émergent, c'est les flux de ressources. Donc, par exemple, avec le délestage de certains postes qui ont permis de partager des ressources humaines, certains équipements, etc., d'une unité à l'autre. Je m'excuse, je me rends compte que mon visage est très ensoleillé, là, mais c'est parce qu'il fait vraiment beau aujourd'hui, puis j'ai la chance d'avoir une fenêtre qui donne sur le soleil. Ça te va bien, t'en fais pas, tu peux continuer. Donc, pour la présentation aujourd'hui, comme je disais, on va se concentrer sur le premier axe, qui est d'accélérer les expérimentations locales et leur validation. Donc, de façon à plus haute vue, ce que notre analyse permet de voir, c'est qu'il y a un mécanisme, il y a des nouveaux mécanismes, des nouvelles fonctions qui ont été générées sur le terrain rapidement pour être en mesure de créer ces nouvelles connaissances et de les amener dans la pratique de façon extrêmement rapide. Plusieurs répondants nous ont mentionné, par exemple, que certaines choses qui étaient développées en 3 jours ou en 1 semaine auraient pris en temps normal des mois et voire des fois des années. Donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que dans les mécanismes organisationnels qui sont très concrets et terrain, que ça a été rendu possible. Donc, juste pour clarifier ici, on s'intéresse à la capacité d'innovation et pas nécessairement aux innovations eux-mêmes, mais à la façon que ces innovations peuvent être générées de façon si rapide. Donc, au départ, on voit que la situation de la COVID a nécessité un besoin de développer des nouvelles initiatives, mais aussi une nouvelle façon de valider les nouvelles initiatives, les nouveaux objets qui étaient créés, par exemple les nouveaux protocoles de soins, les nouveaux protocoles de trajectoire, et que cette validation permettait de redévelopper de la connaissance qui était ensuite diffusée à l'intérieur des unités pour que ça soit mobilisé par les différents professionnels, les différents professionnels des équipes, parce que finalement, ces équipes sont très grandes. Puis de façon générale, ce qu'on voit, c'est que les développements des nouvelles initiatives étaient menés par des petits groupes qui avaient pris pour utiliser un très bel anglicisme, le lead là, de certains projets, mais qui étaient ensuite diffusés à l'intérieur de l'unité.
Puis au moment de la diffusion, ça permettait aussi d'améliorer ces connaissances qui étaient générées pour ces nouvelles initiatives. Puis ensuite, il y a eu des mécanismes qui permettaient de fixer ces nouvelles façons de faire dans les pratiques cliniques, dans les pratiques cliniques des membres de l'équipe. Donc, je vais rentrer dans plus de détails de ces fonctions-là en vous présentant quelques mécanismes là, qui ressortent. Là. Ici, on voit que les fonctions, c'est les catégories, c'est les premières catégories de nos codes, c'est les catégories qui sont plus englobantes. Les mécanismes, c'est certains de nos codes qu'on utilise pour l'analyse. On voit ici que, je vais vous présenter ici du côté gauche, je pense, là, les mécanismes. Donc, on voit la simulation, des briefings directs, le stand-up meeting, puis les rôles d'observateur. On voit qu'il y a d'autres exemples aussi qui auraient pu être présentés, mais pour les fins de présentation aujourd'hui, je pense que ça fait plus on trouvait que c'est plus riche de présenter ces mécanismes-là plus en profondeur que plutôt de présenter l'ensemble des mécanismes qu'on a observés. Il faut garder en tête ici là, que ces mécanismes-là proviennent pour le moment de seulement les 5 à 7 premières entrevues là, qui ont été analysées en profondeur. Donc, on voit que le mécanisme de simulation qui existait déjà là, par ailleurs au CHUM, mais qui a été mobilisé de façon beaucoup plus importante puis de façon différente. Et finalement, la simulation, qu'est-ce qui était différent? C'est que c'était un processus qui était devenu beaucoup plus in situ, c'est-à-dire qui était beaucoup plus mobilisé dans les contextes locaux où est-ce que finalement le travail allait être réalisé. Et puis qui était directement lié à la création et au changement des protocoles, plutôt qui étaient en émergence, qui devaient être révisés de façon continue jusqu'à ce qu'on puisse les stabiliser parce qu'on trouvait que, par exemple, que les cliniciens trouvaient qu'ils étaient suffisamment précis et qui permettaient suffisamment de protéger les patients, de répondre à leurs besoins, mais de protéger aussi les cliniciens. Alors, ensuite, le débriefing direct, qui est une pratique, encore une fois, qui existait déjà, mais qui a été encore plus utilisée de façon beaucoup plus précise puis systématique après chacune des nouvelles manœuvres. Bon, c'est pas nécessaire que c'est certain qu'après plusieurs semaines ou après plusieurs mois là, que la COVID a frappé, là, puis que les pratiques étaient harmonisées, etc., les débriefings directs étaient plus aussi importants, mais en tout début, ce qu'on voit là, dans notre collecte de données, c'est que ces débriefings étaient devenus vraiment systématiquement utilisés par les équipes cliniques. Ensuite, et ça permettait finalement de rapidement valider les initiatives qui étaient développées à travers, par exemple, les simulations, et donc de réviser ces initiatives-là en faisant de nouvelles simulations et en les ramenant ensuite sur le terrain. Et donc, on voit ici une boucle itérative de développement de connaissances. Ensuite, pour diffuser ces connaissances, il y a eu certaines unités, certaines équipes qui se sont donné le devoir de faire des stand-up meetings avant chacun des quarts de travail. C'est donc des réunions courtes dans lesquelles les différents professionnels qui étaient en quelque sorte les leads COVID, si on veut, de leur profession, se rencontraient pour partager ensuite les nouvelles informations et les nouvelles façons de faire qui avaient été développées pour que ça soit diffusé à l'intérieur des équipes qui allaient commencer leur quart de travail. Ensuite, finalement, la fonction de fixation des connaissances, c'est un des trouvailles qui nous a quand même assez surpris, là, finalement, c'est qu'il y a eu un nouveau rôle qui a été développé là, dans les pratiques, dans les équipes cliniques. C'est des rôles d'observateurs dans lesquels, finalement, ces rôles, ce qui permettait, c'était que certains membres de l'équipe qui étaient
qui étaient plus en contrôle des nouvelles informations, des nouvelles façons de faire, pouvaient observer leurs collègues, par exemple, à l'entrée d'une salle pour leur dire, ben, est-ce que c'est comme ça qu'il faut que tu places ton équipement de protection individuelle? Est-ce que tu as le bon équipement pour rentrer dans la salle? Parce que l'idée, c'est de pas nécessairement de limiter les entrées-sorties de la salle. Donc, on veut s'assurer d'avoir tous les équipements nécessaires pour répondre aux enjeux auxquels on pourrait faire face. Et donc, ce rôle d'observateur permettait, encore une fois, c'était une nouvelle façon donc, d'assurer que les connaissances qui avaient été développées étaient implantées dans les pratiques réelles des cliniciens. Donc, ici, j'ai déjà commencé à en parler. C'est comme je vous disais là plus tôt, ce qui était étonnant aussi, c'est que ce n'est pas des approches qui étaient inexistantes, en fait. C'est des approches c'est des mécanismes, c'est des approches qui étaient finalement qui étaient existantes, mais qui n'étaient pas utilisées nécessairement de la même façon ou à la même ampleur. Donc, on voit par exemple la simulation a été utilisée de façon beaucoup plus importante là, dans la citation que je vous présente, que je vous présentais plus haut là, dans le tableau. On voit que un clinicien a dit qu'il simulait de façon, quand on développait une nouvelle technique, on simulait 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et donc, ça permettait là, de s'assurer qu'on était certain, qu'on comprenait beaucoup mieux les enjeux qu'une nouvelle technique pouvait générer dans la pratique. Si tu me permets, c'est pas que les cliniciens, hein. Il y avait des non-cliniciens, par exemple, les gens au transport. Hein. On faisait la simulation de transport qui faisait partie des simulations. Donc, c'est des cliniciens en soins directs ou en soutien aux soins également. Je voulais juste ajouter cet élément-là. Merci, Cathy, d'avoir ajouté ça. Effectivement, là, c'est devenu plus large. Ça, c'est une des choses qui était aussi impressionnante, c'est que finalement, ces simulations-là, ces debriefings, ces stand-up meetings sont devenus plus inclusifs pour permettre d'inclure donc les différentes professions, pour s'assurer qu'en fait, que les lieux de production des nouvelles pratiques, où est-ce qu'on allait mettre en place les mêmes pratiques, étaient donc représentés dans les lieux d'exploration des nouvelles connaissances. Et donc, tout ça, ça nous permet de dégager un apprentissage plus large. C'est que finalement, c'est une nouvelle posture de développement là, qui s'est mise en place. C'est que finalement, plutôt que de se lancer, plutôt que de mobiliser une approche qui est finalement assez dominante là, dans le milieu de la santé, c'est qui d'habitude vise l'optimal, qui est validé par des approches qui sont scientifiquement valides à partir de recherches avec un nombre avec des N suffisants, avec parfois des méta-analyses qui nous disent bon, ben voici les bonnes pratiques qu'il faudrait mobiliser, plutôt pour construire les nouvelles façons de faire sur les connaissances que les praticiens avaient déjà finalement, et puis sur leur expérience et leur connaissance de leur contexte de travail. Et donc, ça a été fait ici, j'ai mis on parle de pragmatisme fonctionnel parce que c'était fait pour, en fait, répondre à un besoin qui était émergent et extrêmement urgent, là, finalement. C'est que, en fait, les connaissances et les informations nécessaires pour transformer les façons de faire n'étaient pas suffisantes au début de la crise. Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu transformer la posture de développement. Ces résultats-là, si tu me permets d'ajouter, Carl, ça vient confirmer l'observation que moi, je note et plusieurs de mes collègues notent lorsqu'on accompagne des équipes
cette notion-là de pousser davantage l'approche apprenante, là, de même si on n'a pas de l'évidence scientifique à la hauteur de notre satisfaction, comment qu'en milieu réel, on peut se poser une question et mettre une solution, la tester, apprendre et repartir la boucle de rétroaction. Ça, c'est quelque chose que la crise a poussé les équipes à faire parce qu'on n'avait pas de choix. Il n'y avait pas de données scientifiques pour l'ensemble des problématiques auxquelles on a fait face. Et donc, ce qu'on voit, c'est de pousser davantage cette posture de, même si on n'a pas toute la solution parfaite ou l'évidence scientifique au niveau d'évidence satisfaisant selon les cliniciens, ben, qu'on peut créer des nouvelles façons de faire, les expérimenter rapidement localement, puis apprendre de et se réajuster. Ça nous amène finalement dans la discussion. Merci, Cathy. Effectivement, c'est ce qu'on essaie de mettre au jour, là, finalement, c'est ces nouveaux mécanismes apprenants qui nous permettent de lier finalement l'espace de mise en place des pratiques cliniques avec l'espace d'exploration, mais de créer comme une espèce une boucle de rétroaction qui permet de générer ces nouvelles connaissances-là, mais de les valider rapidement, parce que finalement, il ne faut pas oublier, là, puis ça, c'est l'intérêt d'une recherche en gestion de quelqu'un comme moi qui est à HEC par rapport au milieu de la santé, c'est que, puis ça, je le dis souvent là, dans mes cours, là, mais c'est en fait, si on développait une application mobile pour gérer de la musique, ben, l'enjeu pragmatique de sécurité des patients et des cliniciens n'est pas aussi important. Là, ici, là, il faut s'assurer qu'on est capable quand même de valider rapidement parce qu'on veut maintenir la sécurité puis développer des protocoles et des façons de faire qui répondent aux besoins de santé là, de la population. Et donc, une deuxième chose qu'on observe, c'est que il n'y a pas eu de création de nouveaux mécanismes, mais c'est la transformation du sens de ces mécanismes-là et l'amplification de l'utilisation de certains mécanismes par rapport à d'autres qui mènent à qui permettent finalement de soutenir cette nouvelle approche de développement de connaissances. Cathy, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ici? On ne t'entend pas, je pense. OK, oui, c'est bon. Là, oui. Donc, ça ne nous a pas trop surpris, le fait que les gens reposent sur des mécanismes connus. C'est comme lorsqu'on fait face à une crise, c'est des mécanismes de défense. On s'appuie sur ce qu'on connaît pour vraiment adapter nos pratiques à la lumière de ce qu'on sait déjà. Et donc, ça, on l'a noté, puis les entrevues sont venues, les quelques entrevues, hein, c'est des résultats préliminaires, viennent appuyer également ce constat-là, que les gens se sont appuyés sur des façons de faire qu'ils connaissaient déjà, mais l'ont vraiment amplifié et les ont amenés plus loin. Et donc, pour revenir de façon plus générale, la recherche nous permet de mettre en lumière finalement parce que la littérature sur les organisations, le mode d'organisation en communauté de communauté est assez, finalement, c'est plus parfois théorique, là, puis on a moins mis en lumière les mécanismes réels là, et concrets qui permettent à une organisation de gérer la connaissance de façon plus fluide, etc. Et puis, ici, ce qu'on souhaitait mettre de l'avant aussi, c'est cette idée, puis c'est ce qui est revenu beaucoup là, dans notre collecte de données, c'est cette idée que c'est vraiment un enjeu de gestion de connaissances et de communication des connaissances à l'intérieur des unités et à travers les unités. Je suis certain que vous l'avez vécu. Là, on a tous vécu des flots d'emails assez importants, des partages d'informations. Il y avait une quantité astronomique d'informations nouvelles. Donc, on voit vraiment là, que finalement, la lunette de la gestion de la connaissance nous permet ici de mieux comprendre comment fonctionne la résilience organisationnelle. Peut-être un point, Karl, que j'ai oublié de mentionner dans ta diapo précédente, l'importance aussi de donner des espaces de production de soins, mais aussi d'explorer. Puis ça, pendant la crise, ils l'ont fait naturellement.
ils sont sortis un peu de leur production pour réfléchir à des nouvelles façons de faire. Ils les ont expérimentées, puis ils les ont réinjectées dans les façons de faire. Je pense que Karl l'a présenté à travers les diapos précédentes. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait mis en place même avant la crise, hein, de protéger du temps pour faire autre chose que de la production de soins. Mais vraiment de dégager du temps. Puis ça, on était forcés à le faire. Donc, les équipes sur le terrain, ils se sont légitimés de le faire parce qu'ils faisaient face à des problématiques qu'ils devaient adresser. Et donc, ça, c'était un point également important avant la crise et on a constaté également avec les quelques entrevues qu'on a faites. Pour ajouter là-dessus, là, merci Cathy, on voit aussi que ce que ça a généré aussi, c'est une considération que l'espace de mise en pratique des soins cliniques est un espace d'apprentissage aussi. Donc, on peut continuellement apprendre. Donc, innover, c'est pas non plus seulement des espaces où est-ce qu'on doit, pendant 6 mois, réfléchir à un nouvel objet, à une nouvelle façon de faire. Non, le terrain pratique est un lieu d'expérimentation aussi. Et donc, de connecter le terrain pratique comme lieu d'expérimentation avec les lieux de réflexion extérieurs, puis de le connecter de façon, comme Cathy le mentionne, de façon encore plus rapide. Ça a permis là, finalement cette boucle de rétroaction qui finalement, selon nous, est au cœur de la capacité de résilience organisationnelle. Donc, en conclusion, là, les prochaines étapes pour nous, là, c'est de poursuivre le codage, l'analyse de données. On va produire donc un premier rapport autour de ces idées-là, puis ensuite de réaliser une deuxième vague qui va nous permettre de mieux comprendre plus le processus d'harmonisation des pratiques à travers les frontières des unités, de comprendre comment est-ce qu'on peut mieux partager les pratiques à travers les unités, de voir aussi quelles pratiques, quels mécanismes ont été utilisés à travers les différentes unités, diffusés à travers les différentes unités, et pour ensuite être en mesure de collecter les projets innovants qui ont émergé et pour mieux comprendre comment est-ce qu'ils ont été en mesure d'émerger. Donc voilà. Merci. Excellent. Merci beaucoup pour cette présentation et surtout, bravo d'avoir réussi à faire une collecte de données à travers tout le reste qui se passait depuis le mois de mars et d'en avoir fait l'analyse. On sait combien c'est exigeant que de faire une analyse qualitative et d'identifier des thèmes. Alors, j'invite les gens à poser des questions dans la boîte de clavardage ou le chat. Et je vais faire de mon mieux pour lire les questions et réponses. Je vois que nous en avons déjà une première qui est la suivante, un instant, qui nous vient de Yann Bertrand. Selon vous, est-ce que ce sont des mécanismes qui sont soutenables à long terme ou ils seraient présents seulement en temps de crise? Bref, que si nous avons le choix d'attendre l'optimal scientifique, nous devrions ou allons le faire? Tu veux briser la glace, Karl, puis après, je pourrais bondir sur ta réponse? OK, excellent. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Là, on parle, dans nos rencontres d'équipe, on réfléchit déjà à ça. Puis, je vais me permettre une opinion ici, mais toujours en disant que c'est l'objectif des prochaines entrevues. Donc, d'être en mesure de voir qu'est-ce qui va être maintenu, pourquoi c'est maintenu, puis pourquoi ce n'est pas maintenu. Donc, c'est certain qu'il y a une façon de faire qui est quand même assez institutionnalisée, qui est difficile de détourner, de changer. L'hypothèse, c'est qu'on fait, c'est que certaines unités vont avoir vu la valeur de ça, vont avoir développé l'équipement, l'infrastructure pour être en mesure de reproduire ces types de pratiques-là, ces types de mécanismes-là. Certaines unités qui ont beaucoup plus imbriqué, par exemple, la pratique de simulation dans leur façon de faire, ça va pouvoir être certainement maintenu, peut-être pas à la même ampleur que pendant la crise,
mais certainement que ça va devenir potentiellement pour certains groupes une façon, presque une deuxième voie là, pour développer de la connaissance. Maintenant, c'est certain qu'il y a potentiellement cette tendance qui est inscrite dans le milieu, comme je disais plutôt, là, qui est inscrite dans les façons de faire en santé qui risque de refaire surface là, de façon naturelle. Je pourrais ajouter rapidement, certains mécanismes vont être soutenables si on appuie, puis là c'est la praticienne gestionnaire qui parle, si on met en place des mécanismes pour soutenir, pour amener les équipes à adopter de façon pérenne cette posture de gestion de connaissances et d'exploration. Je pense que c'est ça qui est clé, parce qu'il va toujours avoir des crises telles qu'on le vit présentement, dans le futur proche, en espérant lointain. Je pense que ce que moi, j'aimerais pérenniser, c'est cette posture de comment faire face à cette incertitude-là, comment générer des nouvelles façons de faire traduites par des protocoles, par exemple, de prise en charge, où on a un manque de validité scientifique. Mais face à cette incertitude-là, je tiens compte de la littérature externe, je tiens compte des besoins caractéristiques des patients, je tiens compte de l'expertise comme clinique et la quatrième dimension du contexte sociopolitique, et je prends une décision en conséquence. C'est l'evidence-based management. Il y a toujours, pour moi, les 4 pôles qu'il faut qu'on gère, et je pense que c'est ça qu'il faut, comme institution, amener les équipes à adopter comme mécanisme. Mais la simulation, on veut la soutenir et on veut la maintenir, parce qu'aujourd'hui, on réalise que c'est un mécanisme qui permet de soutenir la transformation des pratiques et son adoption. Mais l'équilibre entre, c'est une excellente question, à quel moment on a le luxe d'attendre qu'on a des études plus robustes et à quel moment on n'a pas le luxe? Je n'ai pas la réponse à la question. En fait, il y a 2 autres questions qui viennent d'apparaître dans le chat et je trouve que c'est intéressant. Ça a été douloureux de mettre ça. On ne veut pas avoir une autre pandémie pour être capable de stimuler le genre d'action qui a été positive. Et en ce sens-là, il y a Pascal Lehoux. Bonjour Pascal. Qui nous pose la question. Merci pour cette présentation et cette recherche dans l'action. Allez-vous examiner aussi les potentiels revers ou points de friction rencontrés au fil du temps et qui auraient pu positivement modifier les apprentissages? Est-ce que je peux me permettre de demander une clarification de cette question pour être certain de bien répondre, là, finalement? Pascal, tu peux ouvrir ton micro. Oui. Alors, vas-y, Pascal. Bonjour. Merci beaucoup, surtout. En fait, c'est que dans les processus d'adaptation, de prototypage rapide, il peut aussi y avoir des moments où l'observation, un peu plus tard, s'avère négative, ou en tout cas, ça nous dit on n'a pas bien testé, ou l'idée qu'on a testée n'était peut-être pas la bonne. Donc, c'est ce que je veux dire par revers ou point de friction. Puis ça bénéficie, ça crée des apprentissages aussi qui peuvent par la suite être pris. Donc, oui, là, dans le fond, ben, merci pour la question. Effectivement, dans les espaces d'expérimentation, dans les espaces de simulation, donc qu'on observe et tout ça, on voit que, par exemple, les protocoles qui ont été développés ont été développés de façon en mode essai-erreur beaucoup plus qu'auparavant. Et puis, on voit là, que dans certains cas, les protocoles ont eu 5, 10, 15 versions, ont été simulés. Il y a eu certains apprentissages qui ont été générés, ça a changé les protocoles. On va essayer de comprendre. Puis ça, c'est effectivement là, dans les prochaines étapes d'analyse des données, on va essayer de comprendre c'était quoi finalement, pourquoi est-ce que c'est des liens d'interdépendance qui n'avaient pas été nécessairement bien réfléchis? Est-ce que c'est des besoins locaux qui n'étaient pas suffisamment compris? Est-ce que c'est des éléments comme ça pour essayer de voir comment est-ce qu'en le redéveloppement rapidement, puis donc en validant plus rapidement si ça fonctionne dans la pratique, ça a permis d'accélérer aussi le rythme de diffusion dans les pratiques. Donc oui, effectivement, c'est vraiment un des aspects qui est au cœur là, du projet de recherche. Merci. Cathy, voulais-tu rajouter quelque chose sur ce point? Non, c'est bon, il a bien, oui. Non, merci. On a répondu à ta question, Pascal? Merci. OK.
Un pouce en l'air, c'est super. Il y a Lynn Baudet qui pose la question, comment avez-vous choisi les participants? On est allé, on a choisi, donc on avait pris un équilibre. Non, la dominante était plus des personnes en soins directs aux patients et des personnes, des participants en soutien. Il y avait également des gestionnaires de proximité intermédiaire et de haut niveau. Et donc, on a sollicité surtout les secteurs qui ont été impactés directement par la COVID. Et donc, c'est comme ça qu'on a sélectionné les participants. Carl, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, et donc, c'est juste pour compléter, là, mais c'est ensuite, donc, on a sollicité, puis ensuite, on utilise la technique qui s'appelle le snowball sampling. Et donc, dans cette technique-là, l'idée, c'est donc, après avoir recruté les premiers participants, on voit dans les entrevues les thèmes qui émergent, les autres unités, les autres participants qui semblent importants là, à comprendre leur rôle dans tout ça. Et donc, c'est comme ça que progressivement aussi, on a recruté des nouveaux participants. Excellent. Il y a une deuxième question qui nous vient de la part de Yann, et j'invite les collègues aussi à poser d'autres questions s'ils en ont. Alors, suite à ma question, on parle de mise en place d'infrastructures pour pérenniser. Dans les mécanismes que vous étudiez, est-ce que vous considérez ceux qui sont davantage liés au contexte du CHUM ou de l'environnement plus large encore? Vous mentionnez la présence de ressources, entre autres, mais j'imagine qu'il y a encore plus du réglementaire, du financier, du culturel, etc. Je me lance, Cathy? Vas-y, après, oui. Vas-y, après. Oui, c'est bon. Pas besoin de clarification. On peut demander à Yann de clarifier si vous le souhaitez. Ben, je pense que je comprends bien la question, merci. Si jamais là, on n'y répond pas suffisamment, là, merci d'ajouter là, puis à ce moment-là. C'est certain qu'on voit là, très bien là, qu'il y a eu un impact, par exemple, de la façon que le ministère a ouvert la valve, si on peut dire, pour l'accès aux ressources. Changer les processus d'accès aux ressources. On voit, par exemple, que le contexte CHUM est particulier dans le sens, si on pense juste à son espace physique, qui est un nouvel hôpital par rapport à des hôpitaux de participants, des participants externes, que c'est des hôpitaux qui ont été construits il y a 50 ou 100 ans, ce n'est pas les mêmes réalités, etc. Donc, c'est certain qu'on voit, ces éléments infrastructuraux. Par contre, pour le moment, pour les fins de la recherche et sur le plan si on veut, de la validité scientifique du projet, on n'a pour le moment pas les ressources, donc les données qui nous permettent de dégager des apprentissages suffisamment solides à partir pour étudier ces éléments qui sont, disons, puisque ici, finalement, ça génère une réflexion qu'on appellerait de multiniveau, là, donc entre l'aspect environnement institutionnel, environnement culturel, environnement organisationnel, environnement clinique, par exemple. Donc, nous, c'est certain qu'on s'intéresse pour ce projet de recherche-là, puis pour finalement mieux cadrer là, nos questions autour d'une espèce de danse entre l'environnement clinique et l'environnement organisationnel, mais on est certain qu'effectivement qu'il y a des considérations plus larges qui pourraient être prises en compte. Et encore une fois, la raison, moi je suis co-chercheur dans ce projet-là, mais le but c'est de faire de la recherche en action, de tirer les apprentissages pour voir comment que ça mène à adapter notre stratégie pour soutenir l'innovation au sein de notre organisation et au-delà. Donc, c'est sûr qu'il y a certains mécanismes qu'on va vouloir pérenniser par de l'infrastructure, par la mise en place de processus ou de ressources. Et donc, c'est d'où l'intérêt de faire cette recherche-là pendant cette crise-là. Lesquels exactement on va pérenniser? Ben, c'est sûr que la simulation, ça fait partie de l'offre de service de notre direction de l'enseignement et de l'académie, la génération de protocoles également, le rôle d'observateur
exemple, dans certains contextes, si ça répond à un besoin, on va vouloir le pérenniser parce que le rôle d'observateur, c'est des ressources de plus qu'il faut aller chercher. On a été quand même innovants. Il y avait des étudiants, des résidents aussi qui sont venus supporter pour certains rôles, certains de ces rôles-là. Et donc, ça, je parle plus du contexte CHUM qu'au-delà du CHUM dans ma réponse. Yann, est-ce qu'on a répondu? Yann, est-ce qu'on a bien? Oui. Excellent. Merci. Il nous reste quelques minutes. Il est 12h53. On va essayer de finir avant l'heure. Plusieurs personnes ont des rencontres à 13h. Moi, j'avais une question. C'est absolument extraordinaire que vous ayez pu vous mobiliser puis faire une collecte de données et ainsi de suite. Mais est-ce que pour l'avenir, il y a lieu de créer une façon automatique de colliger des données sur l'expérimentation ou sur ce qui se fait dans les pratiques usuelles pour que si on avait une autre crise qui voyait le jour, au lieu d'être obligé de mobiliser puis de penser à une collecte de données, qu'on aurait déjà des données qui seraient disponibles pour colliger. Et si la réponse est oui, qu'est-ce que ça aurait l'air? Qu'est-ce que vous colligeriez comme données? Et sinon, pourquoi? Et expliquez-moi votre point de vue. C'est toujours la difficulté d'avoir des données live sur les pratiques qui sont utilisées. Je vais y aller, Carl, puis après tu pourrais ajouter. Exemple, je vais juste donner des exemples concrets là où on est capable de capter en continu certaines données. Les simulations sont toutes enregistrées. Donc, c'est intégré, excuse-moi de l'anglicisme, mais embed dans la pratique de simulation. Donc, c'est enregistré, on demande le consentement aux participants, évidemment, d'être enregistré. Dans le parcours de simulation, il y a des boucles de rétroaction. Donc, il y a certaines données qui sont captées, puis c'est ça où on va demander un amendement au comité d'éthique pour aller chercher certaines données de simulation pour pouvoir analyser et sous-analyser certaines dimensions par des documents de preuve, par exemple. Ça, c'est un exemple où on a intégré à même les pratiques une collecte constante de données. Est-ce qu'on le fait systématiquement? Non. Carl, as-tu d'autres exemples? Peux-tu peut-être bondir là-dessus dans les entrevues qu'on a analysées et que tu as faites? Oui, je veux juste, avant de répondre à cette question-là, je veux juste prendre une petite seconde pour remercier, parce que je ne l'ai pas fait, là, merci de me permettre de parler de ce projet-là. Puis je veux remercier aussi Margot et Simon là, qui ont vraiment beaucoup contribué à ce projet-là. Donc, il y a une perspective qui dans la littérature là, qui prend de plus en plus d'importance, qui s'appelle le développement de capacités d'expérimentation. Ça vient beaucoup là, finalement des observations par exemple des compagnies technologiques là, qui développent des sites, des sites web, puis finalement, dans leur site web, il y a des engins d'expérimentation en continu. Donc, nous, en tant qu'usagers, on devient des participants à leur recherche. Et donc, c'est deux personnes qui ouvrent une page web en même temps, de façon simultanée, n'ouvrent pas nécessairement la même chose, n'ont pas exactement accès à la même page. Donc, une des questions, là, ça, c'est une des questions qui animent là, beaucoup là, finalement nos recherches là, avec Cathy et puis avec des collègues ici là, à HEC, c'est de voir comment est-ce qu'on peut reproduire ces structures d'expérimentation dans des organisations qui sont pas dominées par le technologique. Là, donc, par exemple, les institutions de santé. Une des choses que j'ai vues là, dans la littérature, c'est que d'abord, c'est qu'est-ce qui aurait pu être pertinent là, dans le cas de la crise actuelle, c'est dans le délestage, c'est de réfléchir aussi à des rôles de personnes qui analyseraient finalement ces données-là, qui analyseraient les expérimentations qui sont réalisées sur le terrain, qui les traiteraient, qui seraient en mesure de réfléchir à comment est-ce que cette expérimentation qui est réalisée dans un contexte fait du sens avec un autre contexte, et donc d'être en mesure ensuite de créer finalement des relations comme ça. Parce que finalement, la donnée, des fois, elle existe
c'est aussi d'être en mesure de la traiter. Puis, Ouais, les sites web, c'est ça, ça permet avec un algorithme de vraiment rapidement là, traiter ces données-là, mais quand c'est des données comme dans une réalité là, qui est plus qualitative, là, si on veut, d'une réalité clinique, ben ça exige un autre travail et donc des rôles, de développer ce rôle de capture et de traitement de ces données-là. Donc, une réponse rapide, ce serait comme ça, mais il y a plein de conversations qu'on pourrait avoir là-dessus. Et je pense que c'est intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de données non structurées, mais faut-il encore tirer la richesse de là, en faire l'extraction? Alors, écoutez, il est 12h58. Plusieurs personnes disent merci, mais qu'ils doivent quitter pour une autre rencontre. Alors, il me reste le grand plaisir de dire merci à Carl Emmanuel, à Cathy, à Margot et à Simon qui ont participé à réaliser ce projet de recherche-là. Et pour celles et ceux qui sont encore en ligne, nous allons prendre la captation vidéo et la mettre disponible sur la chaîne YouTube du Centre de recherche du CHUM. Merci et surtout au plaisir d'entendre la suite des analyses. Oui, merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir. Merci. Joyeuses fêtes à tout le monde. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Merci. Bye.